Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Philippe Astruc est banquier en Espagne, directeur de Contigo France chez Targobank. L'immense avantage pour nous, c'est qu'il est français et qu'il peut donc prendre le temps de nous expliquer dans le détail la situation du crédit immobilier en Espagne. Un sujet qui intéresse non seulement les Européens curieux, mais aussi les Français amoureux de ce pays et qui souhaitent y investir. Philippe Astruc, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Quelle est la situation du crédit immobilier en ce moment en Espagne ? Donc la situation, un peu comme en France, je crois, ça se dégrade. Oui, ça se tend. Ça se tend fortement du fait, en premier lieu, de la baisse de la hausse des taux, plutôt. Oui. C'est un lapsus révélateur de ce qu'on aimerait voir et qui n'existe pas. Voilà, on est reparti sur un certain temps avec de l'inflation. Qui va continuer apparemment, d'après les économistes, encore quelques temps. Donc, pour lutter contre cette inflation, la BCE, la Fed d'ailleurs, donc remonte régulièrement les taux et donc on se retrouve effectivement dans une situation au niveau marché immobilier tendu, puisque ça ralentit fortement l'activité. Alors l'Espagne, c'est encore un pays différent. Donc, pourquoi alors il y a un plus gros problème, les conséquences vont être un peu plus graves qu'en France, du fait que plus de 70% du stock d'hypothèques en Espagne est à taux révisable et non capé. Donc là, pour vous donner un exemple, ça s'envole. Le Ribor, il y a un an, était à moins 0,53, il est maintenant à plus de 50. Donc ça veut dire un différentiel de 3%. Sachant que pour un prêt moyen de 150 000 euros, 1% d'augmentation, ça équivaut à 8% d'endettement en plus. Donc là, on a 24% d'endettement en plus pour un foyer qui certainement a fait le prêt avec un taux d'endettement qui est de 33% sur la un norme. Budget donné. Voilà, donc elle se retrouve aujourd'hui à plus de 50%. Donc les problèmes commencent. Et ce qui crée aussi une situation extrêmement difficile pour les ménages espagnols, puisqu'en fait, tout est hors de contrôle. Totalement, parce que la banque en Espagne n'est pas protégée, il y a moins de lois qui légifèrent comme en France. En France, on a la loi Scrivener 1, Scrivener 2, on a la loi Neyers. On est le consommateur est très protégé. Alors qu'en Espagne, pas du tout. Alors, depuis la crise de 2008, qui a été sévère, puisque là, il n'était pas complètement hors de contrôle. Il prêtait à 110%, il n'y avait pas le taux d'endettement. C'était vraiment l'anarchie totale. Et depuis, ils ont quand même réglementé, puisque maintenant, on prête à hauteur de 80% pour une résidence principale. Tous les autres motifs, c'est 60%, donc ça demande beaucoup d'apports. Il y a la loi hypothécaire de juin 2019 qui a un parcours qui oblige l'acquéreur à faire un test avec le notaire pour savoir tous les aspects de l'hypothèque, connaître les droits et devoirs, etc. Donc, c'est un peu plus protégé, c'est beaucoup plus réglementé. Mais par contre, effectivement, le stock actuel va poser des problèmes. Et puis aussi, il y a une différence assez notable, notamment pour les Français qui veulent acheter, puisque en Espagne, les banques refusent de financer à 100% un achat immobilier. Et ça étonne beaucoup les Français. Tout à fait. Ça étonne beaucoup les Français parce qu'ils sont habitués à ce qu'en France, sur des projets immobiliers locatifs, c'est souvent le cas de financer à 100%. Et donc en Espagne, ils pensent aussi arriver à faire des investissements comme ils l'ont fait auparavant en France, alors que non. C'est surprenant. Alors on a parlé, on va revenir aux Espagnols, parce que la situation pour les Espagnols est en ce moment très difficile. On peut peut-être, avant d'évoquer d'autres mesures qui viennent d'être prises par le gouvernement, rappeler quel est le revenu moyen espagnol. Alors, le revenu minimum espagnol d'abord, c'est important parce que depuis cette année, ils viennent de passer à 1 000 euros. Donc imaginez, nous entre le SMIC, alors je ne me rappelle plus le SMIC, il est à peu près à combien, 1300, 1500 en France. On est quand même un tiers en dessous en Espagne. Il faut se rappeler qu'encore il y a 5 ans, on était à hauteur de 800 euros donc par déjà mois. Une différence notable. Donc voilà, une différence particulièrement notable qui limite forcément le pouvoir d'acquisition soit de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire. Ça, c'est clair. Après, la moyenne des ménages, le revenu moyen, il est à hauteur de 16 000 euros en Espagne. Donc, vous imaginez que
16 000 euros. On est aussi en dessous par rapport à la France. Ah ouais, très nettement. Oui. Très nettement. Ce qui explique que, eu égard à cette situation du revenu moyen espagnol et à la situation qu'on a parlé en ouvrant ce sujet du taux variable, révisable avec l'indexation sur l'Euribor, une situation qui est devenue très difficile pour les ménages espagnols et un gouvernement qui essaye de prendre quelques mesures. Notamment, je crois qu'il y a eu un accord dernièrement signé entre les banques et le gouvernement espagnol. Tout à fait. Donc, ils se sont attaqués, sachant que le stock des hypothèques est à taux révisable, donc, et que les foyers avec des revenus faibles vont être fortement impactés. Donc, ils ont passé et ils ont voté 2 mesures, alors qui concernent les foyers dont les revenus sont inférieurs à 25 000 euros. Oui. D'accord. Et une autre mesure pour les foyers dont les revenus sont inférieurs à 29 000 euros. D'accord. Alors, ces mesures, elles concernent des biens qui ne dépassent pas 300 000 euros. Elles concernent une augmentation de la mensualité qui dépasse les 50%. D'accord. Et dans ces cas-là, donc ils proposent, dans les premiers cas, ils proposent une franchise de prêt pendant laquelle ils ne vont payer que des intérêts. Alors avec des intérêts qui vont être limités. D'accord, une croissance limitée. Une possibilité d'augmenter la durée du prêt durant 7 ans. Oui. D'accord. Avec une carence de 5 ans. Pour les foyers supérieurs à 29 000 euros, 400, eux, ils auront aussi droit à une carence. Ils auront droit de renégocier leur prêt à taux fixe sans frais durant une période qui va de 12 à 24 mois selon le cas. Voilà. Donc, ces mesures, on va dire c'est des mesurettes, quoi, parce que qui ont été négociées un peu avec les banques, mais qui vont peser forcément sur la rentabilité, sur la marge des clients en question, donc qui auront un impact pour la banque. Donc on ne sait pas déjà si au niveau européen ça peut être retoqué par la parce BCE. que c'est assez dirigiste quand même. Oui. Alors ça c'est la faute à ne pas avoir légiféré en amont, c'est-à-dire de protéger un peu les consommateurs comme c'est en France. Et puis ils laissent faire à la banque le marché bancaire espagnol est mal orienté, c'est-à-dire que il raisonne pas en termes de conseils. C'est-à-dire que moi, banquier français, dans l'état actuel, je ne conseillerais jamais à un client de prendre du taux révisable. D'autant plus qu'il est non capé. Or, ce qui se passe aujourd'hui, avec la remontée des taux, c'est que les banques espagnoles sont en train de dire on ne fait plus de taux révisable, sachant qu'ils en font que depuis 5 ans. Mais là, comme ça remonte tellement, on ne fait plus de taux révisable. On propose que du variable ou du mixte, c'est-à-dire un peu de taux fixe et le reste en variable. Donc, ça va contre le devoir de conseil. Mais ça, en Espagne, ça ne les gêne pas. Donc, en fait, on est dans une deuxième période de folie, au fond. Ah, totalement. Malgré ces mesures de soi-disant protection du consommateur qui viennent d'être prises. Voilà, donc c'est encore tiré dans les caisses de l'État, parce que ce sera peut-être plus ou moins aidé. Donc, ça... cumulé avec de l'inflation qui continue, donc qui touche encore... Et qui a combien en Espagne, l'inflation ? Alors, figurez-vous que normalement, c'est la plus basse de l'Europe. Non, ils ont dit je pensais que c'était la France. Non, mais alors il y a peut-être un débat là-dessus. Alors, c'était 6% au dernier... On est à peu près à ça aussi. Au dernier chiffre, donc voilà. Et ils pensent que ce sera peut-être que passager, mais ça, personne aujourd'hui est capable de répondre à cette question. Donc, l'impact risque d'être important. Surtout, autre critère dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que en Espagne, il n'y a pas de culture de l'épargne. C'est-à-dire que la première épargne de l'espagnol, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu d'argent, il investit dans l'immobilier. Sachant qu'il n'y a pas de... La gestion patrimoniale n'existe pas. Comme je dis toujours, en Espagne, il n'y a aucun produit de défiscalisation qui soit en immobilier ou financier. Donc,
historiquement, tout est à faire, voilà. en fait, chez vous. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, mais ça, c'est encore une fois un peu la faute au gouvernement qui n'oriente pas qui n'oriente pas au niveau fiscal, qui n'ont pas de politique fiscale bien définie à moyen terme ou à long terme, et donc qui fait qu'aujourd'hui, voilà, la première épargne en Espagne, c'est l'immobilier. Donc, ce qui va se passer dans les mois à venir, si on continue avec une hausse des taux, etc., ça veut dire que l'Espagnol va commencer à vendre. Alors celui qui aura sa résidence secondaire, sa résidence principale, il va commencer par vendre la résidence secondaire, bien sûr. Et quand il ne pourra plus, ou s'il n'a que sa résidence principale, il va vendre sa résidence principale. Donc on va certainement assister à une baisse du marché immobilier, puisqu'il va y avoir un afflux d'offres sur le marché. Et donc certainement une baisse du coût de l'immobilier en Espagne, d'autant plus qu'on annonce 2 ou 3 ans de récession. Mais une baisse dans quelle mesure? Pas aussi importante que ce que les Grecs ont connu, j'imagine. Non, certes, on n'espère pas, certainement pas. Mais d'autant plus qu'il y a toujours les investisseurs étrangers qui sont en force. Oui, mais ça, il ne faut pas le souhaiter aux Espagnols, ça. Ils ont besoin de se loger. Non, bien sûr que non. Mais aujourd'hui, on ne voit pas, même avec ces mesurettes, ça concerne 1 700 000 hypothèques. Hein, ça ne va pas concerner les classes moyennes, etc. Donc, on va certainement avoir une baisse. Alors, les baisses, elles seront, comme je vous disais, certainement en premier lieu sur des lieux de résidence secondaire, donc sur les zones les moins fréquentées, on va dire, au début. Et après, forcément, dès qu'on touche elles s'étendront un peu à tout le marché. Sachant qu'il y aura toujours des zones qui sont très demandées, le centre-ville de Madrid ou Barcelone, qui vont résister, bien sûr, et qui seront certainement moins impactées que d'autres secteurs. Et donc, pardon de la question, certains vont la trouver très choquante, mais donc, les Français qui veulent acheter en Espagne doivent attendre ou pas? Alors, voilà la question, parce qu'aujourd'hui, quand j'annonce les taux, je dis « Ouh là là, ça fait cher ». Bon, et que je leur explique un peu ce qui nous attend, bon, je les encourage à attendre un petit peu, parce que certainement qu'il va y avoir des opportunités à partir. Alors, comme il y a la hausse des taux, les révisions des taux révisables, c'est tous les ans. Donc, ça va se faire progressivement, surtout 2023. Donc, l'idéal, ce serait d'attendre 2024, 2025 pour avoir les premières opportunités, on va dire. Et pour investir. Et pour investir. Après, c'est toujours pareil, dans le marché immobilier, vous savez, vous avez des opportunités. Donc, ces périodes de crise, généralement, c'est source d'opportunités. Ça n'empêche qu'il y aura toujours des divorces, il y aura toujours des décès, il y aura toujours d'autres motifs de vente que la récession, etc. Et il restera toujours les gens qui ont un vrai coup de cœur et pour le métier et pour cette maison-là et qui ne penseront pas seulement investissement. Tout à fait. Heureusement. Bien sûr. Il y a toujours les retraités qui viendront passer leur retraite en Espagne, au soleil, à pied de plage. Merci beaucoup Philippe Astruc. Avec plaisir Anne-Marie. Plaisir.